En Corse du Sud, l'Alta Rocca, les hautes terres forment un plateau suspendu, défendu par de puissantes montagnes, des crêtes acérées, des pics déchiquetés, une barrière naturelle pratiquement infranchissable. Dans ces massifs insulaires, les aiguilles de Bavela sont un pur joyau géologique. Façonnées jadis par des compressions titanesques issues de la tectonique des plaques. Du haut de ces cimes, les seigneurs d'antan observaient le rivage de l'île, et au loin la mer. Cette porte d'entrée vers les richesses et le commerce méditerranéen, vers les dangers aussi. Car, pour les habitants des îles, la mer a toujours été une frontière, une limite entre eux et le reste du monde. Mais aussi un passage, une connexion vers l'inconnu, parfois bénéfique, souvent maléfique. Elle est jolie cette tour, hein. Oui, elle est très jolie. Hein. Elle n'est pas très grande, mais elle a son charme. Hein. C'est vrai. Moi, c'est surtout l'endroit que je trouve exceptionnel. Tu as vu cette vue? C'est pas beau là? Waouh! Oh, là, on surplombe vraiment la mer. Quel bleu! Ouais. T'imagines l'eau translucide là? Qu'est-ce que c'est calme! Ouais, c'est vraiment joli. Et surtout ce contraste avec ces roches grises et au fond orangé. Ouais. Et le maquis bien vert. Ouais. Et là, la tour là-bas, tu vas voir, la tour de Pinarello. Pinarello. Ouais. C'est pas beau tout ça? Ouais. On se croirait dans les Caraïbes. Ouais, on sait même mieux. Ouais, avec, sur ma droite, Fautea Beach. Et puis là, comme nos ancêtres les Génois, Ils se mettaient comme ça. ouais, le solarium. Ils avaient que ça à faire, les Génois. Tiens. Et qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent? À l'époque, à part observer la mer pour voir l'arrivée des pirates, ou jouer au tarot, je vois pas ce qu'ils pouvaient faire. Ils devaient être drôlement bronzés. Hein. Ouais. I torrigiani neri. Mais dis-moi, ils l'ont laissé comme ça, la tour. Eh ben non, tu vois, cette tour, elle était complètement détruite, enfin une partie détruite. Et ce n'est que dans les années 80 qu'elle a été restaurée. Elle a été restaurée par la FAGEC, qui est une association qui réhabilite le patrimoine bâti, à la fois religieux et historique de la Corse. Donc la FAGEC s'est occupée de cette petite tour de Fautea qui avait été détruite en 1650, bien entendu par les pirates, comme ont été détruites plusieurs tours sur la côte est de la Corse. Ils ont mis le feu et tout. Voilà. Enfin, c'est toujours la même histoire, les tours et les pirates. Hein. Ouais, regarde la roche, là, comme elle est belle. Roche brune, ça c'est du gneiss très ancien. Du gneiss? Ouais, qui appartient à de la famille des roches métamorphiques de l'île, qui est datée de, tiens-toi bien, 400 millions d'années. Et il y a plein de petits cristaux incrustés là, c'est du mica blanc et du quartz, tu vois, par endroits. Ouais, et ça fait plein de petites paillettes. Ouais, on dirait de l'argent, ça scintille. Ouais. Ouais. Elle est toute construite de cette roche, elle a été faite en 1592 par les Génois, les architectes génois qui l'ont bâtie. Donc très très résistante. Hein. Ouais, la roche elle est dure en fait. Okay. Ouais, et là elle a été beaucoup canonnée, mais elle a quand même résisté. Bon, elle n'est pas tombée en entier. Et du coup, je m'inquiète du sort des pauvres Torreggiani. Quand la tour était canonnée comme ça, certains ils disparaissaient à jamais, et d'autres sont partis dans les villages voisins. Ouais. Je crois que les 3 Torreggiani ici s'en sont sortis. Ils ont été enterrés en montagne. un peu plus haut, Ouais. évidemment. Mais j'ai remarqué que les ouvertures en fait étaient super hautes. Comment est-ce qu'on y a accédé? Par des échelles ou... Ouais, c'était souvent des échelles. La plupart des tours elles étaient dotées d'échelles. Elles avaient des cordes aussi. Ah. Ouais. Et certaines ont des petits escaliers, des marches sculptées dans la roche. D'accord. Voilà. Alors, ils arrivaient dans la salle de garde. Ensuite, au-dessus, bien sûr, il y avait la vigie. Et après, là où on se trouve, à l'intérieur, il y avait une partie qui était réservée à la citerne pour stocker l'eau et l'autre partie aux denrées alimentaires. Parce qu'en cas d'attaque, si les attaques duraient un peu, si elles duraient quelques jours, en fait, il fallait rester à l'intérieur pour pouvoir se nourrir. Ouais, ouais. Ouais. C'était pas facile à l'époque. Hein. Non, en effet. Hein. Parce que souvent, les Torreggiani, ils étaient malmenés. Alors, soit ils étaient morts, soit ils étaient attrapés et envoyés aux galères, sur le marché des esclaves. Ouais. Mon Dieu.
c'était pas la joie, quoi. Non. Et ici, si tu veux, regarde, on est sur une avancée, un éperon rocheux, et on est sur un point stratégique. Donc tu as 2 plages. Alors la plage de gauche, ça servait à un petit port, il y avait un petit port autrefois, et elle est abritée. Et si tu veux, la plage de droite, elle est prise au vent. Donc même l'accostage des pirates était difficile. D'accord. Donc là, il y avait sur cette tour peut-être 1 ou 2 canons. Et donc bon, les canons, généralement, ils servaient à prévenir l'arrivée des pirates. Donc ils canonnaient pour prévenir la population. Ils avaient des codes souvent. Donc des fois, il y avait 3 ou 4 galères et ils donnaient 3 ou 4 coups de canon. Et ça retentissait sur les montagnes, donc les gens pouvaient se cacher. La tour de Pinarello, elle entendait les coups de canon. Ils tiraient encore des coups de canon pour prévenir les autres villages D'accord. Et donc, du tu sud. savais ainsi à quoi s'attendre. Ouais. Et là, par contre, ils pouvaient tirer sur les galères qui arrivaient juste en bas. Là. Parce que là, les plages elles sont étroites, donc ils pouvaient viser. S'ils visaient juste, ils pouvaient en couler quelques-unes. Ouais. Voilà l'histoire des Torrigiani. Ouais. Pas facile quand même. Hein. Ouais, enfin pas facile, mais les attaques, elles n'étaient pas si régulières que ça. Hein. C'était 1 fois par an. Hein. Ils n'attaquaient pas tous au même endroit. Hein. Donc, la Corse, elle est grande. Hein. Le reste du temps, Le reste du temps, ils étaient là. Voilà, ils se profitaient un nous. peu. Ouais. Et puis celui qui était malin, il restait pas trop longtemps, juste pour se faire bronzer, tu vois. Et ensuite, il remontait au village et il y en avait un autre qui le remplaçait, quoi. Ouais, voilà. Écoute, on va faire comme eux. Mais là, le soleil tape fort, hein. Un peu pelucha. Bon. Tu irais pas te baigner, là? Non. Ou promener? Non. Oh, faire des châteaux de sable au bord de l'eau? Non. Boire un cocktail? Même pas. Tu as mis ta crème? Eh oui. C'est déjà ça. Cette tour de Faoté a été bâtie sur un promontoire rocheux, un peu en arrière de la ligne de côte, afin d'être hors de portée des canons embarqués dans les galères des pirates. Les autres tours de la région sont elles aussi en position reculée, se servant des rochers naturels comme remparts. Elles dominent alors la mer sur de vastes étendues, remplissant pleinement leur rôle de vigie. Tu me mouilles à chaque coup de pagaie, tu sais. Mais regarde, tu sais quoi? Toi, tu rames à gauche et moi, je rame à droite. Sinon, ça va pas le faire. Vas-y, vas-y. Vas-y, encore. Allez, rame. Allez. C'est ça ce que je voulais. Quoi donc? Ramer. Ah ouais. On n'aurait pas pu prendre genre un gros bateau, un voilier ou un yacht à moteur, non? Non. Comme les Indiens. Ouais, mais c'est épuisant, hein? Je vais te laisser ramer un peu, non? Surtout, tu me dis si tu as besoin d'aide, hein? Non, t'inquiète. Et là, la tour carrée de Pinarello. On a quand même une très très belle vue d'ici. Eh ouais. Et d'ailleurs, je crois qu'on va monter faire un tour, voir ce qui se passe là-haut. Pardon? Tu voudrais oui. qu'on monte jusqu'au pied de la tour à travers le maquis? Oui, Il n'y a même pas de chemin. mais on va le trouver le chemin, t'inquiète. Comme elle est très belle, on va y aller. Depuis leur canoë, Paul et Karine partent à l'assaut de cette tour de Pinarello, comme jadis les pirates à bord de leurs galères. On raconte d'ailleurs que dans les années 1580, les 3 malheureux Torrigiani de Pinarello auraient été capturés lors d'une attaque et auraient fini leur vie comme rameurs sur une galère barbaresque. Une fin un peu triste, mais ô combien coutumière à l'époque.
quand même. Hein. Tu m'as fait traverser tout le maquis. Regarde, j'ai les jambes complètement lacérées. Mais t'es pas bien dans le bateau. Moi, je voulais voir la tour. Voilà, regarde. Pas belle? C'est Ouais. la première fois que je viens ici, moi. Je voulais me rendre compte. Elle est pas mal. Regarde-moi ça, comme elle est grosse. Elle est immense. Regarde ça, le mastodonte. C'est clair. Elle est beaucoup plus grosse que celle de Faoté. Ouais, tout à fait. Regarde, on voit encore les créneaux là-haut, tu vois, ce qu'il en reste. Pigeon. Et la porte qui est exposée en face sud de la tour. Tu sais pourquoi? Non? En fait, c'est pour avoir un maximum de soleil à l'intérieur. Parce qu'à l'époque, c'était pas facile à vivre à l'intérieur des tours confinées là. Et du coup, il prenait aussi la chaleur du soleil. Ouais, D'accord. elle est jolie. Hein. Ouais. Tu as vu ces rochers roses là, c'est joli? C'est quoi? Ouais, ça, c'est du granit à grains très fins. Et d'ailleurs, on le retrouve sur la façade de la tour. Il y a du rose, il y a du jaune, de l'ocre, du marron. C'est marrant parce que les deux tours ne sont pas très loin l'une de l'autre et elles ne sont pas du tout construites dans le même matériau. Hein. Non, Faoté, c'est en gneiss et Pinaril en granit. C'est joli aussi. Hein. Ouais. Je préfère Faoté à El Santi. Et moi, je préfère celle-là. On m'a dit que les tours carrées étaient très anciennes et qu'elles étaient d'origine pisane. Pisane, non, elles sont génoises, comme les rondes. Et les rondes, elles étaient plus solides parce qu'en fait, quand elles prenaient un boulet de canon, souvent, les boulets tapaient sur les flancs et ça ébréchait un petit peu la tour. Alors que les carrés, comme ça tapait plein pot et par terre. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'ils ont fait des carrés? Alors, en fait, les premières tours, elles ont été construites en 1520 et c'était dans le Cap Corse, dans le nord du Cap Corse. C'est les seigneurs locaux qui avaient prêté allégeance à la République de Gênes qui ont fait édifier ces tours. En même temps, il fallait protéger la population qui cultivait les terres du Cap Corse. Ensuite, il y a une deuxième phase, c'était en 1540, où la République de Gênes va octroyer en fait, une concession à des familles de nobles qui, eux, vont cultiver les terres et en échange, ils vont construire eux-mêmes, faire construire les tours. D'accord. Voilà. Et après, par la suite, c'était la dernière phase, c'était en 1585, on a eu les Génois qui ont fait appel à des architectes génois qui ont construit les dernières tours de l'île. Enfin, ça me dit toujours pas pourquoi elles sont carrées. Hein. Ben, elles sont carrées parce que les familles de nobles ont fait appel à des maçons locaux. Donc les maçons locaux avaient l'habitude de construire des maisons carrées et des maisons fortifiées. Donc ils ont recopié les plans et ont fait des tours carrées. Bien sûr, ça paraît logique. Alors cette tour de Pinaril, elle a été construite en 1570, avant les dernières tours. Et elle a été détruite par la suite, bien entendu, par les barbaresques qui sont venus la raser. Alors les Génois, ils l'ont reconstruite un peu plus tard. Et elle a servi, en fait, à contrôler les marchandises qui quittaient la Corse et qui arrivaient. Parce que les Génois avaient mis en place un impôt sur les marchandises. Et aussi, il y avait beaucoup de contrebande dans le coin, donc il fallait veiller au mouvement des navires. C'est clair. J'imagine qu'avec la géographie de l'île, l'activité elle dû être vachement lucrative. Hein. C'est bien ça. En tout cas, elle doit faire partie des deux tours les plus cotées de l'île. Hein. Ouais, avec celle de la Parate, celle des Sanguinaires. Parce que là, on est à Pinaril, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Punta d'Arras, derrière Saint-Cyp et Porto Vec. Hein. T'imagines là ce qu'il faut pour se payer une tour comme ça? Et l'île de la Parate avec les sanguinaires. Oui, Ajaccio. Moi, je préfère celle d'Ajaccio. Moi aussi. Ces tours littorales continuent de veiller sur l'un des plus beaux patrimoines naturels de l'île, les magnifiques anses entourant Porto Vecchio. Ce sont de sublimes petites baies découpées avec finesse au milieu des rochers, presque sculptées au compas. Là, les fonds marins se parent d'une infinité de bleus, depuis les plus sombres aux plus clairs, rivalisant alors avec les plus beaux paysages des lagons. Ces rivages enchanteurs sont ourlés de sable blanc, formant une fine bande immaculée, douce et régulière, prolongée à l'arrière d'une végétation dense qui déroule paisiblement ses innombrables nuances de vert, jusqu'à l'horizon, où ils finissent par se mélanger avec les bleus de la mer et du ciel dans une harmonie presque absolue.
Et les quelques îlots de verdure qui émergent le long de ces côtes renforcent cette impression de plénitude, comme si l'on voguait au milieu d'un grand lac. T'imagines ici au XVIe siècle. Là, ces îlots, c'était leur repère de pirates. Ouais, ça devait être super Ils dangereux. se cachaient et ils attaquaient les petites embarcations à l'abordage. C'est très très joli en tout cas ici. Hein. Ouais, tous ces rochers. Et là, en face de nous, il y a le petit îlot de Maestro Maria. C'est le Ouais. plus petit îlot de l'archipel des Cerbicales. Ouais, il y a plein d'îlots. Là, tu as Foran. Derrière, on a l'îlot de Piana, tout plat. Ah, parce qu'elle est plate, oui. Derrière, on la voit pas, mais il y a Petrigagiosa. Mhm. C'est une boule de pierre. Il y a plein de chaos. Et ouais, elles sont belles. Hein. Et là, plus loin, tu as l'îlot de la Vaque. D'ailleurs, je vais te laisser là-bas. Oui, il n'y a rien. Y a Et au fond, même pas un buisson. il y a les îlots du taureau, le tauros. Hein. Et là, c'est le paradis pour les animaux Ah oui, j'imagine. Il y a Les personne, oiseaux. personne qui vient les embêter là. Hein. et les plantes. Personne ne les piétine. Bien, moi, j'ai lu dans un livre que ces petits îlots auraient été en fait la source d'inspiration de Apollonios de Rhodes, un poète grec, dans son célèbre couplet sur les Argonautes. Apollonios, un homme. Eh bien, figure-toi que c'est un célèbre couplet, donc c'est un chant poétique qui parle d'un lieu peuplé de sirènes et qui était très dangereux pour les marins. C'est vrai qu'il y en a beaucoup à Porto Vecchio. Ouais. Dans les bars, elles ne sont pas dangereuses que pour les marins, figure-toi. J'en ai bien connu à l'époque les sirènes. Ah ouais. Tu devais être un vrai tombeur de sirènes, toi, plus jeune. Hein. Avec des belles jambes. Attenti, les pirates. Si tu rames mal, on va se faire. Oui, ben on va essayer de ne pas aller contre les rochers. Hein. Ta-da-da-dam, tam, tam, ta-da-da-dam. Je te verrai bien sur cet îlot, je vais te déposer. Ouais. Très gentil. Rame. Tous ces îlots et ces rochers qui affleurent forment aujourd'hui une des réserves maritimes importantes de la Corse. Une réserve abritant une flore et une faune remarquables, où viennent surtout nicher une grande partie des oiseaux marins fréquentant l'île. Ce sont aussi d'extraordinaires refuges pour toute une faune et une flore sous-marine. Car ces chaos rocheux sont en réalité les sommets du relief très vallonné de l'île, qui se prolonge jusque dans la mer. Ces îles des Cerbicales, comme on les nomme, sont situées à l'entrée de la plus grande et belle rade de Corse. Un véritable couloir, long et coudé, qui pénètre au milieu des terres jusqu'au contrefort de la montagne insulaire. Tu m'as dit ce matin, viens, on sort, on prend le canoë, on va voir les îles, Porto Vecchio, il fait beau. Moi je t'ai dit, Paul, on prend le bateau à moteur. Non, non, l'essence, pas l'essence. Regarde où on en est maintenant. Hein?
Il est beau ton canoë, hein. Ouais. On dirait une espèce de poisson volant échoué. Ah, tu n'as pas besoin de l'attacher. Hein. Dans l'état dans lequel il est, il va pas aller très loin. Alors, heureusement qu'on a trouvé cette petite île. En tout cas, on est bien là. Regarde, le phare, on pourrait en faire une maison. Oh oui. Et là, cette rade naturelle de Porto-Vecchio, tu vois. Ouais, voilà, Donc les Génois, ils sont venus, les Grecs, bien avant, les Phéniciens ont occupé la baie. Là. ouais, les Argonautes aussi. Ouais, les sirènes. Mm. Alors, on est bien. Et tu sais que selon Hérodote, c'est Cournos, le fils d'Hercule, qui aurait colonisé cette terre et qui lui aurait donné son nom, Kyrnos. C'est pas Kyr qui vient du Phénicien promontoire rocheux, là, les troncs rocheux, non? À moins que ça vienne du phénicien Corsaï, qui veut dire terre boisée. Ouais. Je sais plus. Et tu connais l'histoire de course à la jeune bergère Ligure? Non. Alors, c'est l'histoire donc de cette jeune fille qui était partie après un taureau, après un jeune taureau qui s'échappait souvent du troupeau. Et ce jour-là, la bête avait décidé d'aller à la mer et il a commencé à nager vers le large. Alors Corse, qui voulait le rattraper, a pris son courage à deux mains et est parti après lui. Et ils ont nagé longtemps, longtemps. Et ils sont arrivés sur une mystérieuse île inconnue et qui était recouverte d'herbes bien grasses et très boisée avec de grandes forêts. Un vrai petit paradis, hein, quand la bergère a vu ça. Et du coup, quand elle est rentrée chez elle, elle en a parlé aux villageois, enfin, sa famille, ses amis. Et tous ont voulu venir voir cette fameuse île. Et quand ils ont débarqué là, ils l'ont plus quittée. Hein. Et en l'honneur de la jeune bergère courageuse, ils ont décidé d'appeler cette terre Corsica. Corsica, ouais. Voilà, en fait, d'où viendrait le nom de notre île. Mais ce n'est qu'une légende. Oui, alors on la doit à Isodore, un Romain, qui est mort en martyr chrétien à Alexandrie au IIIe siècle. Alors, comme tu dis, c'est peut-être une légende, mais ça fait bien longtemps qu'elle est ancrée dans l'histoire de notre île. Hein. Ouais, Isodore, Apollonios, c'est sur ça des trucs. Hein. En tout cas, je vais faire comme le taureau, je vais prendre et je vais descendre sous l'eau pour rejoindre. Oui, si tu allais chercher un peu d'aide, non? C'est dommage, hein? Tu m'écouteras la prochaine fois. On était bien partis. On était bien partis. Ouais. Voilà comment on finit. Et regarde, les petits coups de rustine là. On est partis, hein? Ouais, bon. tu les as. Non. Ah, au moins ne le dis pas, hein. Eh, mais on va trouver quelqu'un. Elle va venir nous chercher, tu crois que... On va faire du stop. Hey! T'inquiète, t'inquiète. Ils vont bien rentrer dans cette rade. Ne vous inquiétez pas, les amis. Je pars vous chercher de l'aide à Tire-d'Aile. La cité balnéaire de Porto-Vecchio n'est pas très loin. Oh, qu'elle est jolie cette rade de Porto-Vecchio, avec sa petite ville portuaire bien blottie au fond de la baie. L'émotion est toujours grande, le charme toujours intact. Juste à côté, entre la mer et la terre, ces fameux salins apportent une touche d'ocre dans le paysage. Sublime. Aujourd'hui inexploités, ils assurèrent jadis la renommée de la ville, la cité du sel. C'est à l'extrême fin du XVIIIe siècle que l'exploitation de ces salins redémarra, après une très longue période d'abandon. La ville n'était alors qu'un petit bourg d'1 millier d'habitants, circonscrit sur le sommet d'une butte enserrée de remparts, dominant un minuscule port de pêche. 2 siècles plus tard, la petite cité est devenue un haut lieu du tourisme insulaire. Les remparts ont été pour la plupart détruits, l'habitat s'est répandu dans tout le fond du golfe, le port a été démultiplié. Les salins se sont transformés en une réserve naturelle. Mais la rade n'a rien perdu de sa magie, de sa fascinante beauté, de son incroyable charme.
juste en arrière de la magnifique rade de Porto Vecchio, sur les premières collines de la montagne insulaire, se dressent les ruines d'anciens châteaux qui renvoient au temps des premières communautés humaines de Corse. Une époque trouble où l'île était peuplée de guerriers armés d'épées de bronze qui défendaient leur terroir agricole face à des rivaux belliqueux. Ces premiers habitats de pierre, faits de gros blocs empilés, érigés sur des rochers au sommet de collines difficiles d'accès, ont alimenté les légendes de l'île depuis près de 5000 ans. Eux, qui nous proviennent des temps obscurs de l'humanité, lorsque les hommes, tout juste bannis du Jardin d'Éden, durent partager cette terre avec les innombrables créatures fantastiques qui la peuplaient, les ogres, les titans et bien d'autres géants de pierre. Regarde comme il est beau ce chêne. Vieux celui-là. Bon, mais ce que je trouve impressionnant, c'est ce rocher. Tu vois comme il est énorme. Ouais, tu as les tout petits à côté, on dirait la maman et les bébés. Ouais, c'est une façon de voir les choses. En tout cas, il est vraiment colossal. Ouf. Ouganton les maillots, regarde, j'arrive presque à toucher la pointe. Ouais, presque. Ouais, presque. En tout cas, il est magnifique. Et puis regarde, cette couleur rose, là, c'est du granit là. Hein, magnifique. Là, tu prends l'énergie Il est géant. sur le scoglio. Ah, tu t'imprègnes de toutes ces années passées, hein, les siècles. Quand il est beau, hein, tu sais. Ouais. Regarde, le soleil, clac, il tape sur la face. Les anciens, le matin, quand ils travaillaient l'hiver, il faisait froid. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attendaient le soleil, Il se ils se réchauffait. mettaient comme ça, et tu vois, ils prenaient la lumière et l'énergie. Ouais, t'imagines? Il bascule sur moi, là. Ouais, bah, Hein il était, hein. Vraiment un gros grain de sable, hein? Ouais, mais j'aimerais pas trop l'avoir dans la chaussure, celui-là. Ouais, c'est vrai. C'est un gros truc. En tout cas, dans le coin, il y en a partout. Là, tu les trouves un peu éparpillés, clairsemés dans tout le paysage. Ah ouais. Énorme. Celui-ci, il est vraiment très très gros. Et puis ça, c'était facile. Tu montais au-dessus et tu dominais. Ah ouais, c'est sûr. Tu voyais tout ce qui Taille se pareille. passait. Le potage des villages à l'époque, des hommes préhistoriques. Et puis au fil des siècles, tu as l'érosion qui a creusé ce granit comme ça. Et puis ça a creusé des cavités en Ouais. dessous. Il paraît qu'on l'utilisait pour faire des habitats. Ouais, et celui-ci, le rocher de Caire, il a une particularité. Viens voir. Belle bête. Viens voir, regarde. Waouh! Pas belle cette maison, hein? Ah ouais, bon, j'imaginais la porte un peu plus grande quand même. Hein. Ouais. Mais bon, c'est très Regarde, joli. toutes ces pierres que les anciens ont taillées là. Ah ouais, le fameux Orio di Caire. Regarde-moi ça, ces blocs là. T'imagines? Énorme, regarde celui-là. Ouais, ils en ont vu passer des gens. Hein. Ouais, et puis là, le seuil de porte, regardez comme il est beau. Ah ouais. Magnifique. Les ories. Tu sais qu'ici, comme je te disais tout à l'heure, il y en a partout dans la région. Mais on en trouve le plus dans l'extrême sud. Et ces ories, ils sont utilisés depuis la nuit des temps. Tu as eu des gens qui s'en servaient comme habitation, tu le disais. Il y avait les bergers qui s'abritaient quand ils faisaient pâturer leur troupeau. De temps en temps, quand il faisait mauvais temps, ils restaient là. Des fois, ils faisaient la fête. Hein. Ils appelaient pas au téléphone, mais ils disaient qu'ils restaient quelques jours dans la forêt. Ouais. Et puis, pas des fromages, ils faisaient une c'était soirée, l'excuse. une abeille. Il pleut, je Ouais. suis bloqué. Ah, t'imagines, elles ont été utilisées aussi, même au néolithique. Hein. Et, ouais, et d'ailleurs, il y a même des moines bénédictins qui en auraient fabriqué quelques-uns. Hein. Je crois que c'est un peu plus vers le tard. Mais bon, ils étaient partis en ermite et ils s'installaient dans les contrées sauvages du sud. C'est belle, hein? C'est super chouette. Ouais, bien mûri. Le linteau aussi, il est beau. Hein. Ouais. L'Orio. Orge, on dit orte encore ça. Ouais. Ça veut dire L'orte. orge. Ouais. On m'a dit que les anciens en fait s'en servaient pour stocker le foin et les céréales. Ouais, Ça. ouais, ils stockaient. Comme ici, il n'y avait pas tous ces arbres, c'était cultivé en céréales. Et puis comme à l'intérieur, il n'y a pas trop d'humidité, hein, le granit, il n'y a rien qui tombe, la toiture, elle est immense, donc tu vois. Donc c'est au sec, donc ils pouvaient stocker les céréales et l'orge lourde à l'intérieur. Donc ils ont servi à bien différentes choses. Hein, Ouais, ces orges. différents usages. Et tu sais qu'ici, à Caire,
c'est le village de Gianandré Coulio, le fameux Barbudo de Caire. Et lui venait ici. Barde de Caire, Ouais, le le druide. barde, le druide du village. Il venait ici tous les matins. Hein, cette eau, c'était sa source d'inspiration. Voilà. Et ouais, lui, c'était un homme, il connaissait tout, l'histoire du village, la poésie, la généalogie, il connaissait tout sur tout le monde. Ouais, il connaissait tout même sur la région, puisqu'il parcourait toute cette région. Il chantait un peu partout, lors des fêtes. C'était un improvisateur hors pair, un poète. Donc, et il s'inspirait de cette nature. Le showman. Le showman de Si l'époque. Vegas existait, il aurait pu faire carrière. Ouais, bon, Vegas, il n'était pas encore au Barbudo. Eh ouais. Et lui, on le présentait comme très croyant. Hein, il faisait les messes, hein, je te l'ai dit, mais aussi il était un petit peu païen, il avait la fibre païenne. Donc il s'inspirait des pierres. Il disait qu'ici, hein, là, il touchait, il disait que ces pierres étaient vivantes. Mais il n'avait pas tort. Hein. Mais il rentrait là-dedans, là. Ouais, il s'inspirait de tout ça. Hi, non, non, non. Okay. Comment tu vas rentrer là-dedans? Tiens mon cartable. Tiens, Marie-Louise. Ouais. Tu es sûr que tu vas rentrer là? Ouais, et après, il apprenait ici la mémoire. Ça va? Ouais. La mémoire des anciens qu'on pensait oublier. Comme faisait Mémé. Alors, comment c'est dedans? C'est modeste, mais c'est pas mal. Les pierres me parlent. Je m'inspire de cette roche. Et ce quartz si lumineux qui reflète dans tes yeux bleus me rend de trésors. Merci, C'est c'est bien, très hein. gentil. Très beau. Et si tu rentres dans ma demeure, je te procurerai chaleur et bonheur. Tu es très inspiré, hein? Et si tu ne viens pas et tu rentres pas chez moi, je ne te donnerai pas de chocolat. Ah non, non, non. Celle-là, je l'aime pas. Je préférais la toute première. Tu as eu la chance du débutant. Et quand viendra l'hiver, et où tout ne sera plus clair, tu viendras me demander refuge. C'est bien. Ah, elle me parle plus. J'en ai plus. C'est fini. Fini. Fini les poèmes. C'était pas mal. Bon, Madeleine a cuit, hein? Bonne nuit. On a un autre. Là, je me ressource. Ma io lascia poussare l'arva è dolcissimo. E Dans ce pays de légendes, les rochers, comme les maisons troglodytes, épousent des formes fantasmagoriques. Ouh, regarde celui-là, le rocher, comme il est gros. Ouah, regarde, ça c'est l'ancêtre du requin, le mégalodon carcarias. Regarde la gueule, ah, il va t'avaler. Comme ça, pétrifié. Oh là là. Ah, pétrifié ici même. Regarde-moi ça. Regarde, on dirait qu'il y a la dent qui Ouais, sort. il a qu'une dent, la dent de la murène. Ah, attention. Ah ouais, on dirait une vraie petite maison en fait, hein? Il est pas beau l'Orio de Cagne. Ouais. Ah, tu sais qui c'est qui a fait cette tour? C'était Geppetto le Génois, dans la gueule du mégalodon, l'ancêtre du requin. Regarde, il a tout sculpté là, beau. ces blocs de pierre. Et, ouais, et ici, il a fondé une famille, il s'est installé là, Fatoudout. Je crois qu'il a eu 2 jumeaux, après 3, 4, 5, je crois qu'il a eu 8 enfants. Il n'y avait qu'une seule fille. Ah bah c'est non. Ah, idéal ici pour établir sa famille. Ah ouais. Et il était bon ce Geppetto. Hein. On pourrait s'installer là. Hein. Il y a une petite rivière en bas, tu vois. On pourrait un peu laver le linge, on peut faire une dérivation pour
pour amener l'eau ici. Vie de rêve. Hein. Vie de rêve. Ouais. En tout cas, ça me fait penser Suis-moi. à une petite maison coiffée d'un chapeau de schtroumpf. Hein. Ouais, le schtroumpf vert, regarde, le lutin vert. Regarde comme c'est beau. Ouais. Ah, très fou. Ouh, merci bien. Ah. Je vais laisser mon cartable ici. Il est bien là. Alors, ça te plaît? Bah non. Hein. Je suis désolée, Paul, mais c'est un peu rustique. De toute façon, tu n'es jamais contente. Ouais, mais c'est trop sombre. Ouais, mais bon. Attends. Il faut s'imaginer, ferme les yeux. Imagine, non, ouvre les yeux. Donc on reste, on refait les plans, et on reste dans le style, on va dire, néo-rustique. Hein. Ok. Donc on ne veut pas d'inox, de couleur, fuchsia, taupe, hein. Taupe. Taupe. Non, taupe, la couleur taupe. Ah, taupe, ah, comme ils disent, ouais. Oui. Donc là c'est ma chambre. Hein. Donc on élève un peu tout ce petit muret de granit, on met les planches, tu vois, en scobe, en argousier. Ouais. Après on met un matelas de filets, et tout, les coussins, et ça, c'est la mienne, hein, Nimodoc. Ah. En face de la porte, jamais de dos, 6 mailles. Hein. Après, ici, la pièce de vie, avec les enfants, les jouets en bois et tout. Oh, enfin, ça fait un peu juste pour 6 enfants, quand même. Ouais, là, la grande table, là, la douzaine, hein, 12, hein. Voilà, 12, là, les marmites, tu vois, au fourgon, et là, on peut mettre le feu pour faire griller le frigadier, allez, venez manger les enfants. Là-bas, pour la vaisselle, avec le petit évier, la dérivation d'eau, ça arrive. Et voilà, on n'est pas bien là. Ah ouais. Ouais, et en plus, ici, il fait chaud, hein, pas besoin de clim, hein, l'été, comme ça. Voilà. Et moi, dans tout ça? Toi, là, regarde, la chambre, la dalle, ouais. lisse, là-haut, dans le creux. Là, tu n'as besoin de rien faire, mais tu mets juste un petit matelas fin. Et c'est bon. Voilà. Merci. Et tu mets ce que tu veux. Tu fais le style que tu veux, les tentures, les rideaux de couleur. Hein? Voilà. Ça, et sans oublier, bien entendu, pour la pose technique, ça, c'est une révolution. Regarde. Oui. Regarde, la vasque de granit avec l'évacuation in incanto. Ouais. Des cartouches taillées dans le roc, mais ça doit valoir une fortune. Et un peu, hein. Là, en plus, on n'est pas loin de Porto Vecchio. Alors, t'imagines un peu? Taillé dans le roc. On va peut-être y réfléchir. Finalement, bon, j'aime bien la façon dont tu me l'as présenté, mais je sais pas si ça va être dans nos moyens. Hein? Tu crois? Tu sais, quand même. Tu as raison, on laisse tomber et on se retrouve une plus modeste, un rue plus modeste dans la région. Plus modeste? Ah ouais. Allez, viens. Oh. Mon cartable. J'en connais d'autres des ours, là, un peu moins grands, là, un peu vers le sud, tu vois. Oh, je crois qu'on devrait arrêter avec les ours. La Corse n'est qu'une gigantesque montagne, très verticale dans le nord, et qui s'adoucit quelque peu vers le sud de l'île. Le relief n'en est toutefois pas moins tourmenté. Ci et là se dressent des barres rocheuses, comme d'infranchissables murailles, qui semblent littéralement jaillir du sol. Dès que le relief le permet, la végétation supplante le minéral, s'allie à lui pour former un ensemble des plus sauvages, composé de vastes forêts d'où émergent d'imposants rochers, semblables à des sentinelles de pierre, des géants pétrifiés. Cet univers étrange n'est qu'un vaste désert d'arbres et de roches à perte de vue. Et ceux qui s'y aventurent ont rapidement conscience d'avoir pénétré un monde inconnu et secret, où règnent des forces surnaturelles très puissantes, pesantes et oppressantes.
arbres tordus et leurs branches tombantes comme des griffes sont les seigneurs de ce monde hostile. Et voilà que notre intrépide Paul guide avec bravoure Karine à travers cette forêt dont il connaît les moindres détours. Parce que la forêt de l'hospital, elle est hantée. Il y a plein d'êtres bizarres ici. On est dans la forêt de l'hospital. Tu sais ce que ça veut dire, hospital? L'hospital, c'est l'hôpital. C'est ça. En montant de Porto Vecchio, il existait, il y a très très longtemps, juste avant d'arriver au hameau de l'hospital, une petite chapelle qui servait en fait de lieu de repos pour les gens qui étaient atteints des maladies des marais, tu sais, à Porto Vecchio. Ouais. Donc ils montaient là pour se refaire une santé. Et puis sur le chapelle, il y avait marqué Hospitium. Tu vois, on risque rien là. Ouais, mais bon. Je suis pas très sûr ici. Hein. En tout cas, elle est grandiose. Hein. Ouais. C'est vrai qu'elle est un peu inquiétante. Hein. Et oui, puisque dans la forêt, dans toutes les forêts d'ailleurs, il y a des êtres méchants, des êtres gentils. Les êtres gentils, ce sont les farfadets, les lutins, les fées. Et les êtres méchants, il y a les trolls, les redcaps, il y a les stregs, il y a certaines matières qui font peur. Donc, Il va se passer de drôles de choses la nuit ici quand même. Hein. Ici, des crimes sordides, des histoires de sang. Tu sais qu'il y a Mérimée qui est monté ici. Et John Togu, mais Et dans un conte, eh ben, il écrivait « En montant de Porto Vecchio, en rentrant dans l'intérieur des terres, on voit le chemin s'élever rapidement. Après 3 heures de marche, par des chemins tortueux, souvent encombrés de gros rochers et parfois même coupés par des ravins vertigineux, on arrive à la lisière d'un maquis très étendu. Si vous avez tué un homme, vous pouvez y aller et vous vivrez sans crainte. Avec un bon fusil, de la poudre et des balles. Et surtout, il ne fallait pas oublier le fameux manteau brun avec le petit capuchon qui servait alors de matelas et de couverture. Les bergers vous donnaient à ce moment-là du fromage, du lait et des châtaignes. Et vous n'aurez rien à craindre de la justice et des parents du mort, à part peut-être les jours où vous redescendez en ville pour renouveler vos munitions. Ça veut dire que Mérim, il est arrivé là. Lui, c'est un forestier, il n'est pas d'ici. Il est arrivé, et il n'a rien vu. Après, il a raconté son histoire. Écoute, il s'en est sorti, hein. À mon avis, il n'est pas monté. Mais c'est vrai que dans ces forêts, il doit se passer des trucs super strange quand même. Tu sais, on raconte que des fois, les soirs de brouillard, il y a des espèces de créatures super bizarres qui sortent des bois. Et les femmes des montagnards, des forestiers, hein, elles dormaient avec la faucille ou la serpe à portée de main pour se défendre en cas d'attaque. Mais c'est quoi, les créatures? Eh ben, ça s'appelait des gramantes et des acacciadors. Acachador, je connais bien. Ces espèces de sortes de... Comment tu appelles ça? Des zombies ou des fantômes qui sortent la nuit. Et par contre, il y a un voyageur égariste, il y a un randonneur, tu vois, qui bivouaque. Bobo, enfin, je nous vois là, coup de bâton, bah, ils fendent le crâne du voyageur égaré. Ouais. Par contre, les gramantes, je ne connais pas. Ben, les gramantes, en fait, c'est des sortes de vampires avec des dents énormes. Et elles prennent l'apparence de voiles translucides et elles flottent comme ça dans les airs à la recherche de voyageurs égarés pour les vider de leur sang. Ah, c'est pire que les acachadors. Mais moi, tu sais quoi, je suis pas très confiant ici. Je vais me chercher prendre un bâton. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Parce qu'il y a des stregs aussi. Les stregs, ils sont très méchantes. Et tu vois, les stregs, il faut leur frapper 3 coups. 3 coups de bâton. Parce que là, c'est la Trinité, 3. Donc 3, elles tombent et se lèvent plus. Par contre, 4, c'est pas bon. Et des fois, elles vont demander. Si toi, tu as tapé 3. Leur donner 2 coups. Ouais, derrière, pa, tu es fou. Chacun, quoi qu'il va, je t'en ai aussi. Avec celui-là? Ouais, moi, je crois que je vais me le garder si ça m'aille. Moi, je vais me prendre celui-là. C'est bon à savoir, en tout cas. Ben. Là, elles peuvent toutes venir, les sorcières. Je les prends à coups de bâton, je les fracasse. Et regarde, fais attention parce qu'il y a des stregs qui se camouflent en arbre. C'est vrai. Ouais.
La forêt de l'Hospédale est une de ces forêts ténébreuses de l'île, dense et inhospitalière, d'où se dégage une atmosphère à la fois étouffante et envoûtante. Elle forme surtout un massif très pentu et difficile d'accès, qui s'élève comme une barrière efficace entre le rivage de Porto Vecchio et les vallées fertiles de l'intérieur. Celles de l'Alta Rocca, les hautes terres, où les seigneurs corses avaient jadis édifié leur fief. Là, juste après l'ascension, en bordure de plateau, se déploie aujourd'hui un charmant lac artificiel, né d'un barrage construit sur un de ces nombreux fleuves qui prennent source dans le centre de l'île, près des hautes montagnes enneigées, et dévalent les pentes pour se jeter dans la mer. Sous la paisible retenue d'eau, de multiples cascades évacuent le trop-plein en direction du rivage, dans un bouillonnement assourdissant. C'est beau là, hein? Ça descend fort, hein? Ça descend fort. J'attendais plus rien, tellement il y a eu du débit, je n'entends rien. Ouais, c'est un peu normal parce qu'en fait cette rivière, elle prend sa source du moins au lac artificiel, tu sais, au barrage là où elle se pédale. Et après elle descend. Et ça coule un peu. Hein. Ouais, en tout cas c'est un très joli coin. Hein. Ouais. Et toi, tu préfères la rivière ou la mer? La piscine. La piscine, ah, tiens une vasque là, tiens, va te baigner là. Non, à choisir entre les deux, je dirais plutôt la plage. La plage, mais bon, il y a un peu trop de monde. Hein. Par contre, à la rivière, si tu te ferais un chemin à travers la végétation, là tu vas trouver un coin secret, tu vas être bien. Ici c'est tranquille. Ce qui est joli là, c'est tous ces ponts de verre. Ouais. Et là c'est beau parce que tu as à la fois des scobes hein, le long des berges, après tu as quelques frênes, après tu as des zones glutineux et partout le pain maritime qui domine dans cette forêt. Ouais. En tout cas, c'est assourdissant hein, quand même. Ouais, mais ça c'est normal, ça bouillonne. Ah ouais. Il y a de la vie dans l'eau douce. Et l'eau douce, tu te ressources avec l'eau douce. Là, tu puisses ton énergie. Et après, on redémarre. Un bon plein d'énergie pour une longue traversée. Les torrents vigoureux qui dévalent les montagnes escarpées bondissent souvent de cascades en chute d'eau dans ce relief accidenté. La Piscia di Gallo, la Pisse du Coq, figure parmi les cascades les plus réputées de l'île, tant sa chute est impressionnante. L'eau sous pression est propulsée par un tout petit trou à flanc de falaise et jaillit comme le jet d'une lance à incendie à plus de 60 mètres du sol. Le décor est vertigineux, renversant de beauté. Magique aussi. Il est un hymne à la puissance de l'eau, qu'aucune montagne, même la plus solide, ne saurait arrêter dans sa folle course vers les rivages. Un hymne aux merveilleuses architectures de la nature, à la pureté de leurs lignes, alliant en toute simplicité eau, roche et verdure, que même le plus habile des ingénieurs ne saurait copier ou même partiellement imiter. Piscia di Gallo, le pipì de coq. Marrant comme nom. Ça,
Elle, comme ça descend, là. Ça descend fort, hein. Moi, j'aurais mieux appelé Abish Adiouyato. Le chat, il lève la patte, il fait pipi plus loin. C'est pas pipi comme ça, le chat. Et comment? Comme un chat, ça, c'est le chien. Alors, on aurait pu appeler Abish Adiouyagarou. Le chien va plus loin. Voilà. En fait, tous ces noms, c'est du pipeau, Ouyad. Nous, on dit Ouya, l'égout. Tu sais, c'est quoi Ouya, l'égout? C'est le sapin. Alors, Et dans le sud, ils disent Ouya, l'égout. Avec 2 D, comme bavé, la bavide. Ouais. Et ici, derrière, enfin, en dessous de la barre rocheuse, il y avait plein de sapins autrefois. Hein. Et c'est pour ça qu'on appelle la cascade des sapins. Là, la pipisse du chat. c'est du chien. Ouais. En tout cas, c'est vraiment puissant. Hein. Cette eau qui va descendre dans la forêt de l'Hospédale et qui arrive là, wow, une chute de 60 mètres. 60 mètres. T'imagines la puissance. T'as pas intérêt à être en dessous. Hein. Ouais, parce que là, si elle te tombe dessus, elle te sèche, assommée. Ça, c'est le pas à la Vézagne, hein, le ruisseau qui prend sa source au-dessus et qui se jette. Et après, ça dévale et ça va former l'Auze qui descend à Porto Vecchio. En tout cas, c'est impressionnant. Regarde-moi ça, ces barres rocheuses, là, ce granit. C'est hyper puissant, là. Déjà, pour venir là, c'est improbable. Ouais. Même très dangereux avec tous ces blocs. Tu as vu le chemin là-haut? Ouais. Bah, déjà, là, c'est quand même un peu impressionnant, hein. Ouais, mais c'est excitant de descendre sur les rochers. Et en plus, c'est romantique à la fois. Regarde, le petit arc-en-ciel, regarde. Tu avais même prévu Ouais, l'arc-en-ciel. t'as vu, à Boudin. Je suis quand même dans des beaux endroits, quand même. C'est vrai. Là, moi, je vois bien le jaune, le vert et le mauve. Le rouge, je ne le vois pas. Ouais. En tout cas, c'est grandiose. C'est fort. À Boudin, ça. Là, quoi. L'eau, c'est vraiment la puissance. Regarde. Les pipis de coque. Moi, j'aime bien comme nom, pipi de coq. Le coq, c'est un animal mythique. Ouais. Tu sais qu'il est présent dans plein de contes et de légendes encore. Les Celtes aiment bien les coques, et même les Français aussi. Et là, je te parle du coq, celui qu'on entend dans les histoires, tu sais, dans le Niol, ou avec Saint-Martin et le diable. Ah ouais. Et le coq magique. Il y a plein. Tu connais d'ailleurs l'histoire du coq, de l'âne, du chien et du chat. Le coq, l'âne, le chien, le chat. Bon. Tu connais pas? Alors, un jour, mais d'ailleurs c'était pas très loin d'ici, hein, il y a l'âne qui s'est enfui de la ferme où il habitait. Il était très vieux, hein, et ses propriétaires avaient décidé de l'abattre. Ah oui. Bah ouais, le pauvre, il servait plus à rien et il se traînait un petit peu. Donc bah, du coup, il s'est enfui. En chemin, il a rencontré un vieux coursigne. Et puis un peu plus loin, un chat tout miteux qui avait dépassé depuis longtemps la date de péremption. Et bah après, il tombe sur un vieux coq tout déplumé, tu sais, tout merde. Célibataire. Voilà. un vieux garçon. Et donc tous les 4, en fait, avaient fui la mort, hein, parce que les propriétaires voulaient se débarrasser, parce qu'ils étaient super vieux, ils ne servaient plus à rien. Et notamment le coq, il n'arrivait plus à chanter. Et du coup, les fermiers avaient racheté un nouveau coq tout fringant. Et bien évidemment, les poules préféraient aller avec le jeune coq. Et lui, il se retrouvait tout seul. Donc du coup, il était parti. Tout au monde, Voilà. on est bien dans la montagne. Et du coup, ben, on retrouve nos 4 compagnons qui s'en vont, comme tu dis, dans la montagne. Et on les voit commencer à grimper dans la montagne de l'Hospédale. La nuit commençait à tomber. Et ils avaient faim, parce que de toute la journée, ils ont marché, t'imagines. Et ils voient au fond de la clairière des lumières qui se rapprochent, et c'était une petite maison. Ils regardent dans la fenêtre et ils voient le feu qui illuminait en fait une jolie petite table dressée avec 4 petites assiettes. Oui. À côté du feu de cheminée, il y avait 4 beaux figadets qui n'attendaient que d'être rôtis. Ah ben. Alors du coup, ils regardent ça, ils se disent que ben, c'est la Providence qui a mis ce festin comme ça sur leur chemin. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils s'assoient et ils sont morts de faim, donc ils dévorent tout. Et puis ils s'assoupissent, le ventre bien tendu. Mais cette maison, en fait, appartenait à 4 voleurs qui s'étaient absentés pendant quelques heures pour commettre leurs méfaits. Et du coup, ben, ils ne tardèrent pas à rentrer. Hein. Alors, il y a le premier voleur, le plus jeune, et il voit les yeux verts du chat dans un coin. Pris de panique, il court comme un fou. Il croyait que c'était le diable, en fait, qui l'attendait. Quand il ressort, il y a le chef de la bande, il était quand même beaucoup plus courageux, il se moque de l'autre, et il rentre en faisant plein de bruit. Là, tu as le chat, il lui saute au visage. Ah ben, ça fait mal ça. Le chien, qui dormait,
s'est réveillé en sursaut et il s'est rué dans ses jambes. Au même moment, tu as le coq qui essaye de sortir un horrible, tu sais, bien rauque. Et l'âne, il lui envoie une espèce de ruade de fou qu'il envoie traverser toute la maison. Donc évidemment, le chef s'en va en courant comme un fou parce qu'il croyait que c'était le diable en fait qui était venu les chercher pour les emmener en enfer. Et du coup, on dit qu'en fait, les 4 hommes ont dévalé de nuit toute la montagne jusqu'à Porto Vecchio. Et arrivés en bas, ils ont promis que plus jamais ils voleraient quelqu'un. Voilà. Et on dit donc des quatre animaux qui sont restés là-haut, qui sont morts paisiblement. Heureux dans la montagne. Dans la petite maison. Ah ouais. C'est chouette, hein? Ah ouais, pas mal, hein. Imagine 4 animaux comme ça qui te sautent dessus la nuit. Ok, la diablo, hein. Ouais. Eh ben, en tout cas, si les coqs ils font pipi comme ça, ils vont inonder les basses-cours. Avec cette magnifique fontaine naturelle, nos 4 compères et tous les animaux de la forêt ne risquaient pas de manquer d'eau et de mourir assoiffés. Ils pouvaient sans souci écouler de paisibles jours heureux, à l'ombre de ces puissants massifs bien cachés dans les entrailles de la montagne, là où personne ne viendrait jamais les déranger. Le massif de l'Hospédale se dresse ainsi à la verticale, comme les murailles d'un château. Il protège l'accès à un vaste plateau d'altitude, lui-même surmonté de sommets pointus et de crêtes, semblables aux murs crénelés des donjons d'antan. Il protège l'accès d'un monde encore plus mystérieux, une terre que l'on nommait jadis la terre des seigneurs. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas pas passer là-dessous? Eh non. Tu vas te faire écraser. Ouf. Tu es trop gros. Ah si, ça passe. Tu vois, je suis maigre. Ouais. Tu as eu de la chance. Passe-moi le cartable. Tu es content, hein? Ouais. Eh ben. Ah, Karine, je suis bloqué. Je me suis bloqué. Oh, bah non alors. Mais c'est quoi ça? Comment on va faire? Je sais pas, mais j'arrive plus. Ça c'est le pâté, hein? Je t'avais dit, hein? Oh là là, mais... Comment on fait maintenant? Tu prends pour qui là? Hein? Je peux faire ça, hein? Bon, attends-moi. Paul. C'est le pâté qui me donne des forces. Tu devrais manger, toi. Ouh. Oh, le pâté. Faudrait manger que ça, alors. Allez, allez, on monte. Hein? Oh. Waouh. Tu vois là, jadis, je plaçais mes hommes. En attendant, ils sont tous pétrifiés, hein. Oui. Pas mal ici, hein? J'ai même un trône. Regarde. Dame reine, elle laisse une place sur le trône. Tu veux rentrer là? Pour le roi Polo. Oh. Ah, fais-moi. J'y arrive, tu vois. Le pâté, ça fait pas. Ah, voilà. Le roi Polo, plutôt le comte Polo, parce que ici c'était mon territoire, comme je te l'ai dit. Ah bon? Ouais. Polo le comte. C'est pas Polo moi, hein. C'était Polo
de la Roque. De la Roque, Voilà. ce Le pauvre-là. seigneur Chenarquez, qui avait implanté son territoire jusqu'ici. Et là, un peu partout, il y avait des petits castilles, mais vraiment petits. Hein. Et de là, regarde, la vue imprenable, enfin, imprenable sur une partie. Hein. Là, tu as Pinarello. C'est la Sardaigne qu'on voit là-bas. Ouais, là-bas, c'est la Sardaigne, c'est les îles de la Madeleine. Donc, il y avait quand même un point de vue. Hein. On pouvait voir avancer les troupes ennemies. Ouais. Alors, les De la Roque, ils étaient un temps alliés aux Génois avec Renucci. Renucci, c'était le petit-fils de Paolo. Il était allié et après, par contre, il a plus prêté allégeance à Gênes. Il a changé de camp. Voilà, comme on faisait beaucoup à l'époque. Hein. Les seigneurs, ils étaient un temps pro-génois, après ils retournent à leur veste, tu vois. Voilà, à chaque fois, c'était comme ça. Enfin, ils avaient des intérêts pour survivre. Alors, ils implantaient leur petite poste avancée, un peu comme ici, tu vois, et ils observaient toutes ces montagnes. Ils devaient s'ennuyer à l'époque, hein, des fois. Parce que des combats, il ne devait pas y en avoir beaucoup. Hein. C'est sûr. Tu voyais arriver les armées génoises, à mon avis, ils devaient même se cacher dans les montagnes. Alors, il y a même des écrits qui attestent que ces petits castelli qui étaient des promontoires rocheux, qui étaient occupés à l'époque de l'âge de bronze, ils ont été reconstruits en 1450. Il y a des écrits là-dessus. Ouais. Il y avait le castello du Diamant, celui de Petradourt, aussi le Cervelo. C'était les castelli des Chenarquez. Je savais pas. En tout cas, ici, on est bien en trône en maître. Quelle Dame Louise. Ouais, on domine. Et là, les sentinelles de soldats pétrifiés, qui jadis m'ont servi avec courage. Au cœur de la Corse, derrière les contreforts verticaux de la montagne insulaire, s'étend l'Alta Rocca, les hautes terres, un pays de légendes et de contes mystérieux. C'était autrefois une terre de redoutables seigneurs, guerriers et sanguinaires. Des seigneurs féodaux qui ont à jamais marqué les lieux et dont on dit qu'ils continuent encore de veiller sur leur fief, au travers du temps et de passages secrets, au milieu de l'épaisse frondaison de ces forêts compactes, aux arbres millénaires. J'aurais dû prendre mon chapeau de paille aujourd'hui. Hein. Ah, yes. Sans. Bulletin. Marre de tout. Tout ça, poil de chat. Châtaignier. Waouh. Adagué l'engin. Il est immense. Ouais, tu sais quoi? Je vais m'incliner devant cet arbre majestueux. Regarde ça, la taille. Oh là là. Bah, ça oui. C'est du lourd, hein. C'est fou. Castagné, au castagnone. On pose le cartable negruccio et là, regarde. 3 mètres. Ah oui, au moins. Oui. Regarde à côté de mon bras. Toi, tu triches. Je te prends une main. Triche. Bon, 1,50, allez. Ouais. Ici. Grosso modo. Ouais. Ah, tu vas mesurer comme ça. Ouais. Attends, je vais remesurer avec Mais non, qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre du temps. Moi, je fais plus vite. Allez, 1. Et 3. C'est la nuit. Il est énorme. Tu t'en sors?
Ah, j'y suis presque. Pardon. Vas-y. Voilà, je me suis Alors arrêté là. C'est là, hein, Ouais, à peu près. à peu près. On va dire 13, à peu près. Hein. Ah ouais, quand même. 13 mètres de circonférence, tu imagines? Alors 13 divisé par pi, le tout au carré, multiplié par 2, ça donne 3,60. Allez, 3,60 de diamètre. Bravo. Alors, tu imagines un Ouais. peu? C'est quand même énorme. Ouais, c'est 13 un mètres. beau châtaignier, hein, énorme. Mais Belle quel âge bête, hein? Quel âge il peut avoir, du coup? Alors, c'est pas facile à dater, hein, les arbres. Il faudrait faire un carottage ou le tronçonner, mais bon. À éviter. Ouais, je pense qu'il a un peu plus de 800 ans. Ouais, c'est un des plus gros et un des plus anciens de l'île, avec celui de Carchide, loin, Castagnic, vers Stopiano, et celui d'Isolac le Fumo. Ouais, et le châtaignier de Zonza, Tamant Tafar. Alors tu sais que les Génois, ils ont participé à l'implantation des châtaigniers en Corse, c'était en 1500 et des poussières, donc ça fait à peu près 500 ans qu'il y a beaucoup de châtaigniers en Corse. Mais les Grecs l'ont implanté avant, c'était en moins 300 avant Jésus-Christ, donc celui-ci pourrait venir peut-être un plan grec. Hein, voilà. Fort probable. Ça me fait penser un peu, lors de mes aventures, j'ai vu des gros arbres comme ça en Afrique, les baobabs et les séquoias en Amérique. Ah, c'est vrai. Ouais. Et autour de ces arbres, il se passe beaucoup de choses. Hein. Il peut y avoir des réunions la nuit, des sabbats nocturnes. Et on dit que ces arbres permettent d'entretenir des liens avec l'au-delà. Hein. Eh, c'est vrai. Ouais. C'est pour ça que les Madzir et autres sorciers venaient la nuit sous les châtaigniers pour faire leur fameux rituel secret. Ils choisissaient des arbres très vieux et très très grands, Ouais. dont le pouvoir était Énorme. énorme. Imagine un peu l'énergie que tu peux prendre autour de ces arbres. Et il y a plein de vieilles traditions en Corse autour du châtaignier et des châtaignes. On plaçait des châtaignes en fait sous l'oreiller Et la nuit afin d'éloigner les revenants et qui permettait de passer une nuit paisible. Et puis aussi, on en glissait aussi à l'intérieur des cercueils, ce qui permettait aux défunts un passage sans encombre dans l'autre monde. Et puis une autre aussi, ça c'est une vieille tradition villageoise. On laissait des châtaignes sur la table la veille du jour des morts pour que ceux-ci puissent venir s'en rassasier durant la nuit. ouais. Moi, je les mettais dans les poches. Ma grand-mère, elle me les mettait dans les poches. Et après, toi, tu les mangeais. Ouais, j'allais à l'école avec 2 ou 3 châtaignes. Et tu sais, les lieux comme ça, c'est pas anodin, Paul. On est comme observé. Ouais, c'est vrai. Et puis, tu sais, dans la forêt, il y a des arbres creux. Tu imagines, là, des fois, il y a des châtaigniers troués. Là. Ouais, Elle doit sortir des bébêtes à l'intérieur. C'est Hein. des fameux passages vers l'autre monde. On pourrait en fait, simplement en se promenant comme ça, tomber sur des revenants, des âmes en peine, ou même la squadra rose. Ah, j'aime pas la squadra rose. Ça me fait peur. Ces âmes en peine qui flottent, revêtues de l'habit du pénitent avec le cierge à la main. Arrête un peu. Elles vont pas que dans les cimetières. Ouais. Moi, je sais qu'il faut mettre autour des maisons, il faut mettre des récipients avec de l'eau et du vin pour la nuit des morts, pour les âmes qui sortent la nuit. Pour qu'elles puissent boire. Sinon, dobo. C'est vrai. D'ailleurs, on raconte de terribles histoires sur les gens comme ça qui auraient oublié d'honorer les morts de cette façon. J'aime pas trop ce genre d'histoire. D'ailleurs, ça me fait penser à l'histoire de 2 amis qui rentraient un soir. Et c'est très tard. Ils avaient décidé de couper par la forêt. Et ben, ils sont tombés sur une procession de ce genre. Mais bon, ça finit bien. T'inquiète pas, je sais que tu as peur de ce genre d'histoire. Ça finit bien parce qu'en fait, ils ont eu le réflexe de se coller contre un rocher et de mettre leur stylet entre leurs dents, comme ça, en tenant la pointe bien en avant. Et ils se sont plaqués contre la pierre. Et quand les revenants sont venus autour d'eux, eh ben, ils sont restés complètement immobiles, malgré les cris, tu sais, et les plaintes des fantômes. Mais ils sont restés sans bouger, en tenant toujours la lame droit devant le spectre. Et après 1 heure ou 2, les fantômes sont partis. Et du coup, les amis ont pu rentrer chez eux sains et saufs. Moi, je crois que je bouge pas d'ici. Hein. Sinon, Restez collés. on y va parce que... Enfin, c'est contre les rochers. Mais c'est pareil, les arbres et les rochers, c'est la même chose. Ouais. Idem, non? Ouais, On va pas je pense. traîner ici. Hein. Ouais. Allez, bagne. Ô grand maître de la forêt, majesté, je te salue. C'est quoi ça? Ben, la révérence. La révérence des filles. Pourquoi vous avez une révérence particulière? Bah ouais.
Marabout, bout de ficelle. Selle de cheval, cheval de course, course à pied, pied de porc. Pied à terre, Terre de feu. Dans ces forêts sans âge, où certains arbres semblent défier le temps depuis toujours, le bruissement des feuilles et des branches murmure inlassablement de vieilles comptines enfantines, dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Les générations passent, les enfants grandissent et s'en vont, mais leurs chansons et leurs histoires se répercutent indéfiniment de troncs en troncs. Elles nous plongent alors dans des univers magiques, peuplés de sorcières, de pièces d'or et de dragons ailés, de bravoures chevaleresques et de combats d'épées, de créatures fantastiques que chaque arbre momifié, chaque rocher pétrifié donne vie. Dans la pénombre des sous-bois, les choses s'animent et se transforment, et tout un monde enchanté ressuscite, surgissant des moindres pierres et des trous d'ombre, un monde féerique qui rejaillit du fin fond de notre enfance. T'es où? Je suis là, t'inquiète. Je suis derrière toi. Ah, j'ai entendu, oui. Il me semble. Non, plus rien. Elle est jolie cette forêt. Ouais. C'est beau, mais regarde. Les arbres, avec, on dirait, des griffes de sorcières Ouais. inversées. C'est vrai. C'est fou, hein? C'est pas étonnant qu'il y ait des gens qui ont écrit sur des contes et des légendes sur les formes des arbres un peu bizarres, ici et là, dans les forêts. Bon, il y a de quoi avoir peur si tu viens là la nuit, hein. Avec la lumière de la lune. Ouais, Ah ouais, moi j'ai peur. c'est vrai, toi, tout le monde a peur. Hein? Moi, la nuit, je me balade pas dans la forêt, ici et là. Au contraire, la nuit, tu ne fais qu'avec la nature. Tu risques rien en plus dans les bois. Il n'y a personne, il n'y a même pas de randonneur ou de chenille. Si tu veux qu'il t'arrive, toujours avoir peur. Hein. Allez, au contraire. Fais attention de ne pas mettre les pieds sur ces mousses. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a plein de petits lutins noirs qui vivaient autrefois, alors faut faire attention. Hein. Ah bon? Ouais. Je crois qu'ils y seront toujours. Ah, je sais pas, on dirait qu'il n'y a plus personne là. Ouais. Regarde ces beaux blocs. Ils sont énormes ces pierres. Et tu sais que toutes ces pierres, ce sont vraiment le réceptacle des énergies que l'on va rencontrer dans toute cette nature. Ah, celle-là, elle est intéressante. Tu as même ton pendule. Eh oui. On va le laisser travailler. Regarde, C'est le vent. le vent. Tu veux que je te laisse là? Non. La nuit? Non. Au milieu de la forêt? Non. Avec toutes les créatures? Attends, regarde. Il y a des trucs qui se sont passés ici. Ah! Regarde, la statue de l'homme de l'île de Pâques. C'est le même! Le même. Ah! Tu es complètement allumé. Enfin, nous voilà réunis. Karine? Karine? Ouh! C'est quoi ce rocher? C'est impressionnant. Je l'ai enfin trouvé, mon dolmen. Ça, c'est le dolmen de Pacciolitoli. Waouh! Enfin, le dolmen. Ici, on l'appelle dolmen, mais d'après les historiens et les archéologues, ça serait un faux dolmen. Ah ouais? Mais Ouais. les gens d'ici l'appellent le dolmen. Ouais, il y a eu des études qui ont été faites
Et voilà, ça a donné le faux dolmen. Mais regarde mon pendule, comme il tourne. Oh là. À mon avis, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Peut-être il y a la sépulture en dessous. Parce que les dolmens, c'était des sépultures. Hein. Ouais, et ils n'étaient pas comme ça. Hein. Autrefois, il y avait ou des pierres autour, ou de la terre, ce qu'on appelait un tumulus. Et au milieu, il y avait la tombe avec les corps. Donc ça faisait une caverne en fait. Voilà, une caverne, et au fil des siècles, c'est tout parti vers le bas. Ouais, et on a ce dôme-là, paf, on peut même y dormir. C'est dingue. Et là-dessous, tu as plein de trous dans le granit. Là. Tu peux mettre des bougies, tu peux mettre des assiettes, des habits. Tu pourrais même dormir là. Tout confort. Ouais, et autant à l'intérieur, il y avait jadis des petits êtres, tu vois, comme les lutins noirs, ils auraient pu habiter là, ou les fées. Non, les fées, non. Les fées n'habitent pas dans les rochers. À mon avis, plutôt dans les arbres. Ouais. Mais dans les rochers, je pense pas. Moi, je crois que ça, c'était peut-être la caverne de l'ogre de l'Hospédale. J'ai entendu parler de l'hospédale. Hein. On n'est pas très loin d'ailleurs d'ici. Il n'était pas bien cet ogre, hein. Il était méchant. Hein. Ouais, figure-toi, tu le sais peut-être pas, mais la recette du brooch a été confiée aux hommes par un ogre qui habitait le désert des Agriades. Mais c'était sous la contrainte, il me semble. Alors tu sais, il devait être mezzo, à moitié gentil, à moitié méchant. Regarde comme ça tourne. Je pense qu'ici, c'était vraiment celle de l'ogre. Hein. Et regarde, s'il tourne, c'est pas pour rien. Tu sais, au Moyen-Âge, il y a de nombreux enfants qui ont disparu des hameaux autour de Lévis. Et les habitants ont pensé que c'était l'ogre qui les avait kidnappés. Et manger. Et voilà, c'était un ogre horrible hein, qui vivait au fond de la forêt. Et on entendait ses rugissements la nuit à la tombée du jour. Donc ils ont décidé d'organiser une battue. Et ils traquèrent l'ogre en fait jusqu'à sa caverne. Et là, en fait, ils l'ont capturé. Ils lui ont tranché la tête. Ensuite, ils ont fait un grand bûcher. Ils ont brûlé son corps. Et ensuite, ils sont allés disperser ses cendres dans un gouffre très très profond. Et on dit que les habitants seraient revenus pour fouiller sa demeure hein, et qu'ils auraient retrouvé les ossements des enfants. Alors, c'est pour ça que ça tourne. Maintenant, il reste encore des os moyenâgeux. Bon. Mais tu sais qu'il y a souvent autour des dolmens, comme tu disais tout à l'heure, autour des arbres, des gros arbres, il y avait la nuit des sabbats et les strègues et les matières, ils venaient aussi près des pierres. Regarde. Je crois que... Oh là là, moi je crois qu'il est temps de partir. Hein. Ouais, moi aussi. Hein. Allez, viens. Je vais remonter un jour ici. Hein. Sans moi. Ouais. 2 jours. Hein. Mais, en tout cas, il est beau. Hein. C'est quand même très impressionnant. Allez. Toutes ces forêts reculées du centre de l'île ont été jadis le refuge de bien des ogres, trolls, gobelins et autres créatures maléfiques, tout droit sortis de l'imaginaire moyenâgeux. Il faut dire qu'en ces temps anciens, les forêts étaient considérées comme des lieux très inhospitaliers, peuplés de bêtes féroces et de bandits de grand chemin. Dans la pénombre des frondaisons, on imaginait alors toutes sortes de crimes de sang, d'odieux trafics et de cérémonies démoniaques. L'éternel combat entre le bien et le mal se déroulait ainsi dans ces territoires impies, au-delà des villes et des campagnes, de cet espace civilisé où les hommes s'étaient placés sous la protection divine. Et pourquoi tu passes par là alors qu'il y a le chemin? Parce que ces édifices comme ça se mérite. Ah. Santa Maria de Coens, elle est pas belle? Ouais. Tu sais d'ailleurs, ils devraient mettre des pierreries un peu partout là, aux abords des édifices, comme à Notre-Dame de Paris. Parce que ça se mérite, hein? Très joli. Ouais. Je suis toujours très étonnée par la sobriété de ces églises romanes. Il y a très très peu de fenêtres et puis celles qu'il y a, tu vois, sont très très petites. Ouais, c'est des petits lieux de culte. Et cette chapelle romane, elle a été bâtie par les architectes pisans. Et ce sont des moines bénédictins qui auraient construit celle-ci. Et d'ailleurs, on l'attribue à ce siècle-là, 11e siècle. Mais il n'y a que l'embase, hein, la petite fondation, là. Puisque ça a été rajouté il n'y a pas si longtemps. Ah oui. Hein, c'est le cas de pratiquement toutes les chapelles romanes que l'on rencontre sur l'île. En fait, elles ont été beaucoup détruites par les barbaresques.
qui sévissaient dans le coin. Donc ils arrivaient de la mer, ils montaient, ils détruisaient tout, ils pillaient les villages. Et en même temps, il ne fallait pas oublier de détruire les églises qui symbolisaient la chrétienté. Donc tu vois, là on voit la différence. Oui, bah, le bas c'est plus gris, le haut c'est plus jaune un peu. Ah, ça c'est des pierres d'époque, hein, la dalle d'entrée. Et là, l'abside, toujours à l'est. Et d'ailleurs la toiture, celle-ci, elle est en granit, tu vois. Ah oui. Et le toit de la nef, hein, la pièce principale, quant à lui, il est en tuile. Voilà, donc tu vois les anciens morceaux de chapelle. Et ces chapelles, elles étaient toutes enfouies dans le maquis. Il y en a qui étaient sous terre, d'autres dans les ronces. Carrément, sous terre. Ouais. Et c'est grâce à un travail considérable de la part des chercheurs, et notamment Morakini Mazel, qui a fait un inventaire de toutes les chapelles. Donc elle est allée chercher dans toutes les campagnes de Corse les vieux édifices comme celui-ci. Quel travail. On va rentrer? Allez. Salve Santa Barents, Elixa puerpera regi, qui celum terranque regi, in secula seculorum. Bravo, c'était bien. Est-ce que tu sais qui se cache là-bas, dans le noir? Ah, la statue. Ouais. C'est Donuzé. Non, je plaisante, c'est San Steven, au Gunosco, hein. Ah, c'est Saint-Étienne. C'est le premier martyr de l'Église chrétienne. Ouais. Il faisait partie des disciples de la première Église chrétienne de Jérusalem et il a été lapidé le 26 décembre de l'an 34 par les Juifs pour avoir prêché la bonne parole. Et puis, comme la plupart des martyrs, hein, il est mort en priant pour l'âme de ses persécuteurs. Ouais, j'y étais, enfin du moins Saint Paul y était, et il a vu toute cette horreur. Toi, tu es partout. Mais c'est vrai que Saint Paul y était. D'ailleurs, il s'appelait avant Saul. Hein, Oui. et il a assisté à cette scène de lapidation. Et en fait, c'est l'événement qui lui a ouvert les yeux. Et c'est là qu'il aurait décidé de se convertir au christianisme. Ouais, pour porter la bonne parole. Ouais, en tout cas, elle est belle cette sculpture. Hein. Elle Ouais. a bien les détails, hein, les mains, le manteau. Magnifique, un peu le nez brûlé. Hein. Oh, il n'a pas mis la crème solaire. Hein. C'est du châtaignier, ça. Hein. Sûrement, oui. Il est beau, comme le reste de l'église. Hein. La chapelle, à l'intérieur, il est beau aussi. Hein. Les fresques devaient être vraiment très très belles. Regarde ces couleurs qui ressortent. Ouais, là, on voit un petit peu les têtes des personnages, des saints et des apôtres. Et là, la Vierge Marie, la Sainte Mère. Ô Sainte Mère, toi qui as enfanté un roi, qui gouverne le ciel et la terre pour des siècles des siècles. Amen. Amen. Ouh, la grosse poêle d'araignée là. Elle est petite. Se croirait dans la jungle. Hein. Waouh. C'est pas évident de marcher là-dedans. Oh.
C'est bon, quoi. Ouais, ouais. Ah, pfiou. Malheureuse. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Faut pas faire ça. Je Tu vas te m'amuse. couper un doigt. Oh, regarde. Ça coupe. À Villeta, quand tu fais ça, regarde. Tu vois? Ah, zut, tac, tu coupes et après, ça cautérise pas, tu saignes toute l'après-midi. J'ai eu de la chance. Ouais. En tout cas, il y en a beaucoup ici. Hein. Ouais, c'est très très joli. Ouais. Et tu sais pourquoi il y en a beaucoup? En fait, c'est tous ces pins là. Là, on voit bien les pins maritimes hein, avec leur écorce rougeâtre bien prononcée. Hein, ces grosses pommes de pin. Tu vois? Ah ouais. Et ces arbres, ils vont acidifier le sol, donc il n'y a pas beaucoup de plantes qui vont pousser, si ce n'est que beaucoup de fougères. Jolie fougère. Ouais. Alors avec la fougère, j'en ai fait des choses moi. Enfin, surtout des lits, parce que je faisais des matelas en forêt. C'est vrai? Tu entasses, tout. Tu fais 40 cm de fougère et après, tu fais dodo. Alors elle est utilisée aujourd'hui, enfin, elle était autrefois utilisée par les bergers souvent. Hein, ils conservaient leur aliment au frais. Parce que quand tu mets dans la mousette en osier, tu mettais les feuilles comme ça. Tu mettais le fromage, le Et ça gardait au frais. Et après, tu en mettais un peu dessus, ça conservait. Incroyable. Tu faisais chaud. Même les truites à la pêche, hein, tu mets ces feuilles comme ça. Et après, les truites Les dedans, truites, elles restent au tu les gardes la journée, voire même 2 jours. Par contre, je vois qu'il y en a beaucoup. Mais les animaux ne les mangent pas? Pas trop, hein, c'est pas trop consommé. Quelques chèvres, de temps en temps des vaches qui broutent un peu. Par contre, les cochons, tu sais ce qu'ils font, les cochons? Ils vont aller chercher dans la racine, là, je vais te montrer. Ah, voilà. Tu vois, le rhizome, là, tu vois ça? Je le nettoie un peu. Ça, hop, Ils mangent ça. là, ils cassent. Et à l'intérieur, il y a une substance blanchâtre, là. Ah ouais. Alors, quand ils n'ont plus rien à manger, ils vont tout labourer et après, ils vont se nourrir de ça. Et ça, c'est la subsistance pour le cochon. Oh, dis donc. Ouais, ça sent rien du tout. Hein. Voilà. Je savais pas. Et je connais une légende que Mémé m'a racontée. Et, ouais. Ouais. Et il pousse sur une fougère en Corse, une fois par an, une nuit, une fleur. Et celui qui la trouve peut posséder des pouvoirs magiques. C'est pas possible. Et ouais, mais il faut la trouver. Ouais. Ça Moi, serait je l'ai jamais intéressant trouvé. de se mettre en quête de cette fougère. La noter, hein. Voilà. Allez. Il fait chaud, hein, dans la forêt. Que je me casse pas la figure encore. Ainsi est bâti l'Alta Rocca, ce haut plateau fertile et bien caché au milieu de la montagne insulaire. Ces terres inaccessibles, jadis objet de bien des convoitises. Cette vieille terre seigneuriale creusait de bien des contes et légendes insulaires. L'Alta Rocca, la terre des seigneurs, est un pays mystérieux, une terre de légendes qui continue, au travers des siècles, d'alimenter l'imaginaire des populations insulaires.